Un peu ton plan? Ben là, mon plan, il va arriver au hasard, là, tu sais. C'est ça, Mais parfait. j'ai une bonne idée. C'est beau, parfait. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule géopolitique 101. Hier, nous avons été, Jean-Claude Pomerleau et moi, au monument dédié à Dollard des Ormeaux. C'est la deuxième année que je vais avec Jean-Claude Pomerleau rendre hommage aux patriotes Dollard des Ormeaux. Et à travers cet événement-là, Jean-Claude tenait à nous parler de l'histoire de Dollard des Ormeaux, de toute l'importance du personnage dans notre histoire, puis comment la mémoire de Dollard des Ormeaux a évolué à travers notre histoire. Donc, sans plus tarder, j'ai avec moi Jean-Claude Pomerleau. Jean-Claude, bonjour. Bonjour tout le monde. On a eu des problèmes techniques, on s'excuse. Moi, je suis un analphabète numérique. Je suis plus 17e siècle que 21e. Donc, ça donne bien. On va parler du 17e siècle. La bataille du Long-Sault, Dollard des Ormeaux, dans l'imaginaire, dans l'historiographie, liée à cette bataille du Long-Sault. Et ce qu'on disait au monument, c'est que cette bataille-là, c'est la bataille la plus importante de notre histoire, plus importante que celle des plaines. Pourquoi? Parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Alors, on est en 1660. Et là, ça fait 18 ans que Montréal est fondé. Il y a très peu de personnes et on est constamment sous la menace des raids iroquois. À tel point qu'on se demande si on va fermer le pays. Là, on parle des gens comme Pierre Boucher. Pierre Boucher, qui en 1653, lui, à Trois-Rivières, il a été cerné dans le fort par 600 Iroquois. Et puis, il y avait une quarantaine de personnes dans le fort, avec les femmes, puis des vieillards, puis des jeunes. Et lui, il est sorti pour aller parler avec eux, puis il les a convaincus d'arrêter cette guerre-là et puis ramener des prisonniers qu'ils avaient faits, et puis en 40 jours, et puis se rendre à Québec voir le gouverneur. Fait qu'il a temporisé à ce moment-là, sinon la colonie s'éteint à ce moment-là. Donc, on est en 1660. La colonie, elle vit du commerce de la fourrure. Et puis, la fourrure est en haut de la rivière des Outaouais, le pays d'en haut. Le pays d'en haut. Et puis là, les Iroquois font des incursions et coupent la route de commercialisation pour amener la fourrure. Et donc, la colonie est dans une disette près de la faillite là, économique. Et il faut débloquer cette route-là. Et c'est dans ce contexte-là que Dollard des Ormeaux part vers le Long-Sault. Et puis lui, il s'en allait faire une petite guerre, ce qu'il appelait la petite guerre. Il pensait intercepter un groupe d'Iroquois là, qui revenait de la chasse, de tout l'hiver, etc. Puis que là, il pouvait faire un butin de guerre en les attaquant et aussi en lançant un message à l'effet que c'est dangereux de venir dans cette zone-là. Et donc, débloquer la route qui amenait la fourrure à Montréal. Et donc, il s'en va pour la petite guerre, mais il va rencontrer la grande guerre. Parce que la même année, printemps, il y a 300 Iroquois, et puis du côté de l'Outaouais, du côté de Richelieu, il y en a 500. Et là, quand il va se faire surprendre, il va être cerné, et puis là, les 300 vont se mettre autour, puis la bataille commence, et ils ne pourront pas en venir à bout, ils vont aller chercher les 500. Alors, ces 800-là, ils se dirigeaient vers Montréal et Trois-Rivières. Et là, si Trois-Rivières tombait,
c'était fini. Alors donc, on est tout le temps là sur l'existentiel. Là. Et donc, oui. Et Dès puis, ses débuts, hein, Jean-Claude, puis moi j'ai appris en histoire que c'était géré par la compagnie des 100 associés qui était là pour le profit et non pas nécessairement pour le développement de la colonie. Hein? C'est exactement ça. Eux autres, il y avait le monopole de la fourrure. En contrepartie, ils devaient peupler et mettre en valeur le territoire. Ils devaient, c'est une compagnie qui a été fondée en 1627 et ils ont tout simplement ramassé les profits et ils n'ont pas rempli la deuxième partie du mandat. Et donc, il y a très peu de population et le risque d'anéantissement de la colonie par les attaques iroquoises est toujours présent. Et puis, c'est pour ça que, suite à la bataille, et là, ça va dramatiser davantage là, cette bataille-là, disons ça. Mais il y a deux choses qui vont arriver, c'est que les Iroquois, ils vont renoncer à attaquer, peu importe les raisons, pour aller se refaire. Et puis, après ça, parloter pour savoir, ça prend beaucoup de temps, eux autres, à concilier qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, etc. Bref, c'est remis. Et là, la colonie est sauvée, là, de ce fait-là, pour 1660. Maintenant, Jean-Claude, la bataille du Lonceau a retardé l'avancée des Iroquois, ce qui a permis là, de sauver Montréal et Trois-Rivières. C'est ce que tu m'avais fait comprendre et qui relève le défi existentiel, c'est-à-dire même si Dollard de Zormo a perdu, il a quand même préservé cette fragile société française d'Amérique. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette attaque-là n'a pas eu lieu à cause de la bataille du Lonceau. Voilà. Et puis, ça menait à l'anéantissement. Ça fait que là, cette partie-là, on peut dire qu'il a sauvé la colonie en 1660, mais le danger est continuel. Donc, ce qui va arriver, c'est que la dramatisation de l'insécurité va faire en sorte que Pierre Boucher, et c'est là qu'il y a le lien pour savoir s'il a sauvé la colonie ou non, c'est que Pierre Boucher, qui est un ami de Dollard des Ormeaux, qui était le commandant de la garnison de Ville-Marie, Montréal, OK, lui, il était gouverneur de Trois-Rivières. Lui, il s'en va en France en 1661 pour rencontrer le roi Louis XIV. Louis XIV. Et là, lui dire, quand il parle, la phrase qui revient de lui, de Marie de l'Incarnation, c'est « étant en doute s'il fallait fermer le pays ». Alors donc là, c'est une bataille où on ferme, on n'existe plus. Okay? C'est pour ça que c'est la bataille la plus importante. Où on ferme, on n'existe plus. Où on poursuit, mais à ce moment-là, ce n'est pas les marchands qui vont s'occuper du développement de la colonie, c'est l'État français lui-même, le roi qui doit prendre ça en main. Et donc, Pierre Boucher, il va rencontrer le roi Louis XIV, il va lui dire c'est quoi la situation, il y a un choix à faire, on ferme ou on continue, mais pour continuer, ça prend des militaires. Lui, il demande 1200 militaires et ça prend des femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que la France, le roi, va prendre en charge la suite du développement de la colonie et il va envoyer le régiment Carignan-Salière. Il y a 1300 hommes qui arrivent. Là, ça change les conditions de sécurité. Et là, il y a tout l'épisode des filles du roi. Oui. Oui, les filles du roi découlent de ça. C'est les deux décisions. Et en plus, le roi Louis XIV va structurer la colonie avec l'édit de création du Conseil souverain, qui est notre première constitution. Tout ça, 1663. Exact. Tout ça découle dans la dynamique de la bataille du Lonceau de Pierre Boucher. Les deux ensemble. Et il y a peu d'historiens qui font le lien entre cette bataille-là, qui dramatise complètement l'insécurité, et le départ de Pierre Boucher et notre première constitution. Alors, voilà. Donc, là, c'est plus la compagnie des sans-associés qui ont surtout des intérêts pécuniers. Là, c'est l'État français qui prend en main la destinée de notre État. Là.
Exactement. Et l'effort démographique, il va en avoir très peu des efforts démographiques dans notre histoire. Et c'est très important. Et puis, les filles du roi, finalement, c'est les mères de la nation. Parce qu'ils vont se marier, ils vont avoir plusieurs enfants, ils vont de génération en génération, la poussée démographique va faire que en, après la bataille des plaines d'Abraham, on a un rapport de force démographique qui fait qu'on ne peut pas subir le sort des Acadiens. C'est comme impossible. Et donc, il doit y avoir un certain accommodement, et c'est ce qui amène l'acte de Québec de 1774, là où les termes de la Constitution de 1663 vont être rétablis. Voilà. Oui. Le régime seigneurial, la religion, etc., le français. Pourquoi? Rapport de force démographique. Pourquoi les filles du roi? Pourquoi les filles du roi? Ça nous amène à la bataille du Long-Sault. Maintenant, c'est ça. Oui, c'est ça. 1663 à 1760, à peu près 100 ans où les filles du roi vont assurer une masse démographique dans la vallée du Saint-Laurent qui va faire qu'aujourd'hui, on se parle encore français. C'est exactement ça, exactement ça. Ça va permettre, ça, avec le régime seigneurial, d'occuper tout l'espace de l'axe de communication des terres basses du Saint-Laurent. Wow. Alors, oui, là, tu vois, l'événement, et il y a eu, Dollard des Ormeaux était une grande référence au 19e siècle grâce à la promotion qu'a faite Lionel Groulx. Et c'est lui qui a initié pour le monument. Le monument qu'on voit au début, là, ce monument-là, de 1910 à 1920, ils ont ramassé des petites collectes d'argent pour arriver à un montant de 25 000 $ en 1920 pour faire ce monument-là. Ce monument-là, ce n'est pas un monument à une personne en particulier, en fait. Tu as Dollard des Ormeaux qui est au centre, parce que c'est la figure de référence, mais on voit l'histoire, là. On voit le serment, on voit le départ, on voit les noms des deux autochtones, les chefs Hurons et Algonquins, Anahan Taha. Anahan Taha, il faut savoir que la Huronie a subi le raid des Iroquois en 1648-1649. Ils ont massacré le monde, etc. Et se sont réfugiés, ceux-là, à Québec. Et donc, ils revenaient avec Dollard des Ormeaux un peu pour tirer une vengeance dans cette expédition-là. Et donc, on a l'alliance, on voit l'alliance parce que ce monument-là, il rend hommage aussi à ces chefs-là. Là. Ce qu'on voit sur le bord de la rétable, là, le bord du monument, c'est ça, c'est un hommage à ça. Et c'est peut-être le monument le plus important qui nous remémore la Grande Alliance avec les Autochtones, qui est parti de Champlain. Champlain, la Grande Alliance, parce que, on va y revenir, là, parce qu'il y a des gens qui nous disent que Dollard des Ormeaux est un méchant, il attaque les Indiens. Bon, OK, ça, c'est l'idéologie actuelle. On flotte là-dedans, là, cette époque-là. Mais la réalité, c'est que cette grande alliance-là, elle avait débuté avec Champlain. Et dans quelles circonstances? C'est que Champlain, il y avait un deuxième capitaine de bateau dans son expédition. Lui, Dupont-Gravé. Dupont-Gravé, en 1602, il avait amené des montagnais rencontrer le roi Henri IV. Henri IV et eux qui viennent en ambassade vont signer la Grande Alliance. Champlain les ramène en 1603 et c'est à Tadoussac que là, il y a la grande fête et que là, on donne, les montagnais donnent leur accord pour que les Français s'installent. En contrepartie, les Français allaient les défendre, s'allier contre les Iroquois qui représentaient continuellement une menace. Eh bien, c'est cette grande alliance-là qui s'est faite et qui se poursuit avec Dollard des Ormeaux. Et donc, parce qu'il y a
il y a, entre autres, un historien de... OK, Oui. OK, lui, Patrice Groux, qui, ça c'est dans l'époque actuelle, là, qui écrit pour dire, bon, il ne faut pas commémorer de l'ordre des Ormeaux parce que de l'ordre des Ormeaux, c'est un schéma de domination sur les Autochtones. Regarde, on est pris avec ça. Mais cette rupture-là, ce que je disais, c'est que Lionel Groux en a fait une figure de référence dans l'imaginaire populaire des gens de ma génération qui ont été à l'école dans les années 50-60, jusqu'à 60. Dollard des Ormeaux, c'était la grande référence. Tout le monde connaissait Dollard des Ormeaux, tout le monde connaissait la bataille du Lonceau, etc. Puis, autour des années 60, là, on s'est attaqué à Dollard des Ormeaux pour faire apparaître une autre référence dans l'histoire qui se trouve à être les patriotes républicains de 1837-38 et leur bataille pour cette libération-là. Mais la gauche indépendantiste radicale a même, en 1966, posé des explosifs pas loin du monument. Ils s'attaquaient au monument de Dollard des Ormeaux, des indépendantistes. Pas à la reine Victoria, pas à McDonald's, non, à Dollard des Ormeaux. Ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Alors donc, là, on a cette bataille-là qui a eu lieu en 1660. Et là, c'est comme Dollard des Ormeaux mène 300 ans plus tard une autre bataille, une bataille pour la mémoire. Comment? Et là, on arrive sur l'histoire à l'endroit. Comment on est arrivé à prendre un héros de cette dimension-là puis en faire une espèce de truand qui allait voler de la fourrure aux bons Indiens. Là. Tu comprends? Ah oui, Jean-Claude. Non, on est rendu... Oui. J'ai vu passer, parce que maintenant on fête la fête des Patriotes, mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ni une fête de la reine, ni une fête de Dollard, la fête des Patriotes. Donc, on rejette autant la reine que Dollard des Ormeaux. Puis toi, tu veux rétablir la mémoire de Dollard des Ormeaux, entre autres, dans cette émission-là. Ben, c'est plus que ça. C'est que si on ne va pas refaire corps avec notre histoire, on est foutu parce que depuis, autour du monument, autour des années 60, Dollard des Ormeaux va basculer dans l'oubli, il va être dénigré. Or, c'est notre histoire qu'on dénigre. Pour faire apparaître quoi? On passe, pendant que Lionel Groux nous racontait notre histoire, Lionel Groux, quand on lui a assigné sa mission d'historien, juste un peu avant 1910, il a dit « c'est ma mission d'État ». Il n'a pas dit « enfin une job steady », là. Il a dit ça, c'est ma mission d'État. Ah oui, ah oui. Et donc, il a fait apparaître les figures. C'est des figures hors normes. On n'imagine pas le courage que ça prenait pour s'installer à Montréal à cette époque-là. De Maisonneuve disait on va y aller quand bien même tous les arbres se transformeraient en Iroquois. C'était des mystiques, les Montréalistes, tu comprends? C'était des religieux dans la tête, là, et puis c'était la foi, puis cette foi-là, c'est un surcroît de volonté. Ça dépassait tout, parce qu'on avait offert à ces Montréalistes-là de s'installer sur l'île d'Orléans. Ils ont refusé parce qu'ils ont dit notre mission, c'est fonder Ville-Marie. Bon, voilà, c'est ça. Puis ça, c'était le contrôle de la route des fourrures aussi, qui se jouait à ce moment-là. Mais donc, on a cette histoire-là qui, en 1960, passe de glorieuse à honteuse. Et on maintient ça. On a ancré ça. Les souverainistes, je te parle des historiens souverainistes qui perpétuent cette lecture-là de l'histoire, qui est faussaire, qui ne comprend pas ce qui s'est passé en termes géopolitiques et qui nous vendent une histoire honteuse. Alors, comment, à partir du dénigrement de ta propre histoire, tu peux te projeter avec puissance dans l'avenir? Comprends? Alors que tu as des figures historiques qui sont hors normes. Comprends? Non, c'était des braves, là, vraiment des braves. Tu sais. Et notre relation avec les Autochtones était exemplaire.
Tu sais, ils étaient en guerre entre eux. C'est les Français qui vont imposer la paix. Il y a eu Pierre Boucher qui était dans cet esprit-là, quand il parlait aux Iroquois, il les a convaincus. Écoute, ça finissait là. Là. Si ça tenait à sa parole là, avec eux, ils parlaient leur langue. Tu comprends? Oui. Okay. Et donc, ce qu'il leur a dit, c'était l'engagement de Champlain. Champlain, il a dit, on va vous défendre ou on va imposer la paix ou on va faire la guerre à vos côtés, parlant des montagnards, des Algonquins. OK? Et donc, ça a pris 100 ans. La grande paix de 1701, c'est les Français qui l'imposent à des nations qui ont toujours été en guerre. Et puis, pendant tout le temps que cette grande paix-là de 1701 va tenir jusqu'à la guerre de 7 ans. À partir du moment où les Iroquois ont décroché de cette paix-là pour s'allier aux Anglais, pour participer à la guerre de 7 ans, la conséquence de ça, c'est qu'ils ont perdu le contrôle, finalement, de leur territoires ancestraux. Oui. C'est ça qui est arrivé, tu comprends? Parce que c'est les Français qui garantissaient toute cette stabilisation-là avec la Grande Paix de 1701. Maintenant. Et là, l'historiographie des années 1960 a tout effacé ça, Jean-Claude. Et là, on va, si tu le permets, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, on va aller dans le texte que tu as publié hier dans Vigile, où tu demandes aux Québécois de revenir au réel. Et là, tu parles des patriotes de 1837-38 qui sont à considérer dans notre histoire patriotique, mais tu invites, toi, depuis plusieurs années maintenant, à commémorer les autres patriotes. De là, notre présence au monument hier de Dollard des Ormeaux. Peux-tu nous en dire un peu de ça? Oui, gars, il y a un petit feuillet ici qu'à l'occasion, on distribue. C'est sur la promotion, parce que la Fête nationale des patriotes, la Journée nationale des patriotes, excuse-moi, est centrée sur les patriotes de 1837-38, alors que ça devrait être une fête qui s'étend à tous les patriotes de toutes les époques, de toutes les régions. Et ça permettrait aux gens de refaire corps avec leur histoire. Et là, il y a les sociétés d'histoire régionale. Eux sont vraiment connectés sur l'histoire. Hein? Il y en a partout. Ils font un travail incroyable. Entre autres, à Boucherville, si vous allez à la bibliothèque de Boucherville, vous allez avoir le document sur Pierre Boucher. C'est extraordinaire. Et je vous invite à aller lire biographie.ca, Pierre Boucher. Et là, vous allez être impressionné. OK? C'est résumé en 5 pages, mais c'est l'essentiel. Un grand patriote. Un grand patriote qui n'est pas de 1837-38. C'est ça. Il résume là-dedans sa rencontre avec Louis XIV. C'est quelques lignes. Il dit, voici, j'ai dit, la situation est telle. Et le roi, il a dit, OK, je vais le faire. Et ça, c'est fini. Notre destin s'est joué là, clairement. Plus clairement que dans la bataille des Plaines. Je le soutiens. Tu sais? Bon. Et donc, on a cette demande-là qui pour étendre ça, parce que là, il pourrait ouvrir les églises, parce que l'histoire régionale, elle s'est jouée, grosso modo, les archives sont dans les églises, c'est les gardiens, puis la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes, il pourrait ouvrir ça, les sociétés d'histoire locale pourraient venir, puis là, documenter. Moi, j'étais à Vatican, et puis, il y avait un guide, l'église était ouverte, il y avait un guide, puis l'église était comme une espèce de mini-musée historique, et puis là, il y avait un livre qui vendait, un gros livre sur les filles du roi, toutes les filles du roi qui avaient été dans cette région-là s'installer avec leurs descendants. C'est une brique, là. Alors, ça a été fait par Société d'histoire locale, là. OK? Ce qu'on ne fait plus, nous. Aujourd'hui, on fait de la morale avec, comme Grou, là, on est méchant avec les Indiens, là, tu sais. Ben oui. Non, ça n'a pas d'allure. Donc, la question, c'est, nous, sur le texte que j'ai écrit
sur Vigile publié, c'est le défi existentiel. Le défi existentiel, il existe depuis le début. C'est parce qu'on l'a perdu de vue à un moment donné. Mais l'Église, puis Lionel Groulx, eux autres, ils savaient, tu comprends, qu'on avait un ennemi, c'était les Anglais. Tu sais, pas... Et puis là, tantôt, tu me ramènes au texte, aux Patriotes et au Parti québécois. C'est quoi le lien entre les deux? C'est des anglophiles. Les meneurs de ces mouvements-là, c'est des anglophiles qui sont tout à fait à l'aise avec le libéralisme anglo-saxon. Et la preuve en est que Tocqueville, qui est venu faire un tour au Bas-Canada à l'époque des années 1830, juste avant il voudrait se fondre parmi les Anglais, l'élite, la petite élite libérale, comprends? Et donc, et puis, tu regardes la déclaration d'indépendance de Nelson de 1838, il y a 2 articles. Il y en a un qui dit « Le Québec doit être un État bilingue. » OK? Un État bilingue, t'es mort. C'est tout. Et là, l'autre article, c'est « On va saisir tous les biens de l'Église pour se donner un collatéral pour créer une monnaie. » Parce qu'il n'y a pas d'autre valeur, là. Donc, l'ennemi, c'est l'Église, c'est pas les Anglais. C'est ça. Pour eux autres, l'ennemi, c'était l'Église. Pareil comme la Révolution française, l'ennemi, c'est l'Église. C'est ça que c'est la réalité. Et Jean-Claude, c'est là que tu mets un pavé dans la mort. Tu dis que c'est l'Église qui a relevé le défi existentiel. Et que l'épisode de 37-38, puis notre épisode péquiste nous a fait reculer. Et essentiellement, par naïveté, parce qu'ils sont naïfs par rapport à l'ennemi, c'est tout. Tu comprends? Les 92 résolutions que les patriotes envoient à la bonne volonté de la couronne britannique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le poids démographique des Français, à ce moment-là, ici, prenait le contrôle autrement dit, renversait la conséquence de la victoire britannique en 1760. À partir d'un idéalisme que la démocratie, c'est merveilleux, puis ça va faire le rapport de force. Ah oui. Non, regarde, écoute, il n'était pas... Et l'autre chose dans ton texte, Jean-Claude, c'est que tu dis que l'acte d'union qui est venu après la rébellion des Patriotes, c'était un plan qui était déjà chez les Anglais avant. Même tu remontes aux années 1820 où on rêvait d'unir les deux, le Haut et le Bas-Canada, que la crise a fait qu'ils l'ont imposé. Puis la même chose avec le référendum où, après la défaite du référendum, les Anglais en ont profité pour nous imposer la Constitution de 82. C'est intéressant ton analyse là-dessus. Ben oui, mais c'est exactement ça. Dans les années 1820, OK, il y avait une proposition qui apparaissait. Là, les Anglais voulaient unir les deux, le Bas-Canada, le Haut-Canada. Et puis, il y a la résistance là-dedans venait de l'Église, entre autres, parce qu'ils se voyaient minorisés démographiquement, puis donc foutus. OK? Donc, il ne voulait pas ça. Et ça n'a pas été accepté. Et c'est à cause des troubles de 1837-38 que là, Lord Durham arrive et dit, gars, ils représentent une menace, ces Français-là. Ils ne veulent pas qu'on contrôle le territoire, le commerce, etc. C'est ça le fond de l'histoire. Et donc, on va les matraquer. On va les matraquer comme il faut, puis ils vont se calmer. Tu sais? Fait que là, et donc, en 1840, avec l'acte d'union, l'Église devient triomphale et patriotique à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est la seule institution qui peut porter une nation puis lui garder sa cohésion nationale. C'est ça qui se passe. Fait que, ils vont faire ça, ils vont peupler. Curé Labelle, juste pour te donner un exemple, Curé Labelle, lui, il dit, gars, on ne s'assine pas avec les Anglais. On prend le territoire avant que les protestants arrivent et il disait, si les Anglais s'en plaignent, laissez-les japper. Ils vont japper, etc. C'est cet effort démographique-là, la revanche des berceaux, le plus haut taux de fécondité au monde. C'est ça qui est arrivé. Puis ça, c'est apporté par l'Église. Tu sais? Et là, des familles de 12, 14 enfants d'une génération à l'autre, tu comprends?
Ce qui Oui. fait que c'est ça qui a fait que Montréal s'est refrancisé au début du 20e siècle. T'sais? Et puis qu'on a pris les régions et qu'on a été bloqué de l'Outaouais parce que là, les Anglais pouvaient s'en venir là puis remonter vers le nord, la baie James, etc., l'Ungava. Et donc, en 1898 puis en 1912, on a, à cause qu'on occupait l'Outaouais, au nord devenait automatiquement, à cause de la baie James, territoire québécois. Alors, des 2 tiers du territoire québécois ont été acquis à ce moment-là, dans cette poussée, grâce aux missions colonisatrices. Les autres, c'était emparons-nous du sol pour conserver notre nationalité. C'était le mot d'ordre. Et ils se déployaient comme ça. Alors, les gens disent, l'Église collaborait avec les Anglais, blablabla. Ils ne voulaient pas s'astiner avec les Anglais, eux autres. Et ça se jouait sur le temps très long où ce que tu contrôles le sol. Puis il y a un critiqueux anglais, à un moment donné, qui s'est aperçu de toute l'affaire, puis il a dit, écoute, ils nous ont chassés des cantons de l'Est, ces curés-là. Puis après, puis il dit, le contrôle du sol, c'est ça la souveraineté, tôt ou tard, tu comprends? C'est ça. Et donc, la base de l'État qui s'est développée de 1840 jusqu'à 1960, c'est le fait de l'Église. C'est le fait de l'Église, c'est cette structure politique-là, parce que c'est une institution politique. Ça, c'est une autre affaire que les gens n'arrivent pas à saisir. C'est que, oui, c'est une institution religieuse. Non, c'est une institution politique. En termes géopolitiques, là, c'est l'institution la plus importante de notre histoire. C'est elle qui nous livre en 60 tout un potentiel. Et puis des élites qui sont formées au classique. Aujourd'hui, les élites ne sont pas formées au classique. Ils ont des MBA, puis ils vont parler de comptabilité, puis il y a juste l'économie dans leur tête. Ils n'ont aucune perspective de civilisation, d'histoire, quoi que ce soit. Toute la gang qui sont là. Toute. Ah oui. Ah oui, tu sais, c'est-à-dire, même, tu vas parler à des historiens qui pensent connaître la période, mais gars, c'est superficiel, OK? Ils ne sont pas dans la profondeur. La profondeur politique, c'est le peuplement et la mise en valeur du territoire durant 1840 à 1960. Là, tu es dans la vraie politique. Puis au-dessus de ça, s'agitent des politiciens avec des débats d'idées de ça. Et dans le cas de 1840 à 1960, au 19e siècle, Lord Durham, lui, il fallait qu'on était promis à l'assimilation. OK? Donc, c'est l'Église qui sert de bouclier à ce projet-là. Tu comprends? Maintenant, Lord Elgin, qui va venir gouverneur vers 1848, quelque chose comme ça, lui, il va dire il faut que, pour ne pas que les Canadiens français gardent leur cohésion nationale, il faut les diviser dans des structures politiques. Le Bas-Canada, le Haut-Canada, qui auraient les mêmes partis, libéraux, les rouges puis les bleus. Il dit, quand on va les enfermer là-dedans, ils vont être divisés, ils vont chicaner entre eux autres, puis nous autres, on va avoir le contrôle. Diviser pour régner, c'est une vieille maxime de l'Angleterre, tu comprends? Et pour diriger la colonie française d'Amérique, c'est ça, Elgin le dit, puis on le voit jusqu'à aujourd'hui, hein, l'Union nationale ne fait pas référence au Parti conservateur ni au Parti libéral. Il y a eu des moments dans l'histoire où on a été capable de sortir de ça. Ben oui, c'était que Lionel Groulx, lui, il avait compris que l'esprit de parti, il appelait ça l'esprit de parti, puis le monde, il venait se chicaner après la messe sur les parvis de l'Église, tu sais. Ah, toi, mon maudit rouge, toi, mon maudit bleu, tu sais, Hey, c'était les Canadiens français qui se divisaient entre eux pour des conneries, là, tu sais. Bien sûr. Et donc, lui, Groulx, il disait, faut en finir avec l'esprit de parti, et il faut créer un parti politique qui soit uniquement dédié aux intérêts des Canadiens français au Québec. Et donc, il va faire apparaître une scission dans le Parti libéral. Il va y avoir un parti qui va se créer, le Parti l'Action libérale nationale, et ils vont fusionner avec le Parti conservateur de Maurice Duplessis, et Maurice Duplessis va aller
tourner comme une crêpe, va ramasser tout ça, puis ça va devenir l'Union nationale. L'Union nationale, c'est un parti qui a pris le pouvoir et qui était le premier parti qui n'était pas une succursale d'un parti d'Ottawa. C'est ça l'affaire, tu comprends? Tout ça, on est dans l'histoire longue, là, tu sais. Ah oui, Et oui, oui, puis tu as un regard très positif du règne de Maurice Duplessis, contrairement à bien des nationalistes. Et ben ça oui. aussi, ça dérange. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que Maurice Duplessis, il y avait les qualités de ses défauts. Hein. C'est un animal politique. Tu sais. Et puis, il a défendu l'autonomie, puis c'était critique, surtout sur les impôts, parce que sinon, notre dépendance vis-à-vis Ottawa serait encore bien plus grave. On serait complètement à terre. Ça, c'est juste un élément qu'il a fait. C'est lui qui a bâti Hydro-Québec. Tu comprends? Hydro-Québec, en 1944, quand les libéraux quittent le pouvoir, c'est une compagnie sur papier. En 1960, c'est un géant. Ça vaut 1 milliard de 1960. Wow. C'est ça. Puis l'Union nationale, la Manic, c'est Daniel Johnson. Okay? Et le Churchill Falls, le contrat qui rapporte 30 de profit à Hydro-Québec présentement, c'est Daniel Johnson. Tu comprends? C'est Ah ça oui, oui, l'affaire. Oui, non, les non. dirigeants patriotiques, Lionel Groux faisait Ouais. tant la promotion. Il fallait avoir Il fallait des dirigeants. former des Oui. élites patriotiques pour s'en aller s'investir dans nos institutions, développer des élites économiques. Et là, toutes les institutions, la caisse de dépôt, c'est une caisse publique, c'est pas une caisse privée, tu comprends? Et Oui. puis, Hydro-Québec, c'était Lionel Groux, ça vient de 1922. Tu comprends? C'est tous eux qui ont fait le plan pour que... Caisse Desjardins. Ben oui, Desjardins. Desjardins, c'est la plus grande institution financière au Québec, sur notre territoire. Elle est partie des sous-sols de l'Église avec des 10 cents et des 25 cents. Tu comprends? Ah, Pourquoi? Ouais. Pourquoi les coops? Parce qu'on était exclus du capital. Il fallait se le former nous-mêmes, puis il fallait que ça ne soit pas un capital, que quelqu'un arrive, puis il fait la prise de contrôle, puis il s'en va avec l'entreprise. Une coop, tu ne peux pas prendre le contrôle de ça, tu ne peux pas vendre la coop, c'est compliqué au bout. Et donc, puis ça a d'autres valeurs que c'est une personne, un vote. Et Jean-Claude, ça se bâtit un projet comme ça aussi dans une cohésion sociale que l'Église entretenait aussi. Hein? On voit que c'est un contre-pouvoir qu'on devait faire disparaître pour affaiblir la nation québécoise. Ben oui, c'est ça. Puis l'historiographie qui nous parle de cette période-là comme étant la grande noirceur, on a adhéré à ça. C'est ça que tu es en train de nous dire. On a adhéré à la vision anglo-saxonne. Ben oui, parce que c'était Cité libre, Pierre-Éliott Trudeau, tu comprends, avec le libéralisme anglo-saxon poussé jusqu'à la limite avec la Charte des droits qui va venir plus tard. Mais avec lui, il y avait qui? Il y avait des gens qui allaient devenir des indépendantistes, mais progressistes. Autrement dit, insignifiants politiquement. Tu comprends? Parce que c'est quoi la raison d'être de cette lutte-là pour l'émancipation politique? C'est relever un défi existentiel et non pas produire un projet de société pour avoir des pistes cyclables. Comprends? Or, voilà. si tu écoutes leur discours continuel, c'est toujours des affaires sociales. Quand Jean-François Lisée commence une élection pour parler des lunchs à l'école, tu comprends? On est dedans. Là, il y a eu un événement important qui s'est déroulé au début mai, quand le Québécois a publié le dossier L'initiative du siècle. Là, on voit clairement la volonté de la noyade migratoire. On voit clairement le rapport du RAM dans sa finalité. C'est la solution finale, ça. Et là, il y a des gens qui réagissent, sont comme engourdis, ils savent plus ou moins comment réagir à ça. OK, on a déjà été dans cette situation-là en 1840, mais on avait une institution puissante avec une doctrine politique qui plongeait ses racines dans les siècles antérieurs. Tu sais, l'Église a formé les États en Europe.
sais, c'était la base, là. Tu sais. Bref, fait que, mais là, aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est des incultes. C'est des incultes. Il ne peut pas y avoir un homme d'État qui ne possède pas son histoire et qui ne veut pas se projeter avec. Tu comprends-tu? Pour Bien la sûr. suite du monde. Tu sais, c'est ça, persister dans son être, comme disait Lionel Groulx. Alors, c'est ça qu'on a. On a ce texte, ce dossier-là, publié d'ailleurs par Québécois, parce que ça n'aurait jamais été publié sur Radio-Canada. Il a mis tous les moyens pour. Tu sais, des analystes, des démographes, etc. La démographie, c'est le destin, là. Comment? C'est là que ça joue. On l'a fait pendant cette capsule-là, là, comment la démographie a pu jouer tout le long du parcours et porter, définir l'histoire. Bon, mais c'est ça. Alors donc, on est là-dedans. Et puis, lui, Pierre-Carl Pellado, c'est un milliardaire patriote. C'est un gros X6. Tu comprends? C'est un gros X6. Puis, il n'y en a pas beaucoup, hein? Parce qu'il y en a des milliardaires au Québec, mais gars, leur histoire, si, ça, gars, eux autres, ils s'en foutent. Eux autres, c'est l'enveloppe est à Ottawa, donc on se couche dans cette direction-là. Là. Voilà, c'est tout. Là, ouais. Fait que donc, on voulait répondre à la question, Dollard a-t-il sauvé la colonie? Ben oui. Mais oui, puis l'Église, après, qui nous reprend, tu comprends-tu, qui porte la trame nationale de 1840 à 1960. Tu sais, ça, c'est la partie conservatrice de notre histoire et on dénigre ça. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 60, ce sont des progressistes et ces progressistes-là, leur ennemi, c'est pas l'anglais qui veut leur fin, c'est le conservatisme dans leur histoire. C'est le fond le fond de notre problème, Jean-Claude, actuellement. C'est toi qui m'as sensibilisé à ça. Puis maintenant, aujourd'hui, là, cette série d'articles-là du 6 mai a fait reculer là, beaucoup les commentateurs, souvent pro-immigrationnistes, sont sur la défensive actuellement. Et donc, ce défi existentiel-là, on voit la montée du Parti québécois en ce moment. Puis, on voit qu'il y a encore une nation qui est en vie et qui, si on était capable d'avoir une vision un peu plus juste de notre passé, ben, on pourrait peut-être mieux anticiper le futur. Peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que tu prônes comme approche pour qu'on puisse sortir de, entre autres, les nationalistes? Là, quand tu demandes un retour au réel, c'est quoi que tu prônes exactement en conclusion? Ben, regarde, cette partie-là de la Nouvelle-France, Lionel Groulx disait, il y a une gloire qui reste, il y a une gloire qui reste à cause des effets marquants, toi. Ça, c'est la gloire qui reste. Ça, c'est, OK, c'est ce qu'on avait mis, on a mis des fleurs comme ça, fleurs de lys, au monument de l'Ordre des Ormeaux. Et donc, c'est cette gloire-là qu'il faut comme respirer, faire contact avec. À partir de là, on va voir que y a là une énergie pour poursuivre ce que eux, nos ancêtres, ont mené comme bataille dans des circonstances autrement plus difficiles, et périlleuses. Alors donc, Dollard. Voilà. Merci, Jean-Claude. Un passé glorieux pour un futur victorieux. C'est ça. Merci. Puis, on va en faire plusieurs capsules sur l'histoire à l'endroit, Jean-Claude. C'est le début d'une réflexion qu'on fait ensemble, qu'on veut offrir à nos auditeurs. Puis, merci de nous avoir éclairés aujourd'hui. Bon, ben, ça m'a fait plaisir. Et puis, bon, oui, on va remettre l'histoire à l'endroit. C'est un vaste chantier. Voilà. Merci. Okay. Bye. Merci tout le monde. Bye-bye. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.